Ça me paraissait important de passer par là quand on regarde les questions en fait, qui entourent hein, les IA. On se demande, ici, je vais ouvrir Compare IA. On va comparer des modèles. On a vu les modèles, ce que c'était. Et là, par exemple, je vais prendre un prompt ici. Donc, vous connectez à Comparia, vous allez pouvoir comparer deux modèles différents. Vous allez pouvoir commencer à discuter de façon anonyme. C'est totalement RGPD. Je ferme. Et puis là, je vais rentrer mon premier prompt. Donc là, je lui demande, par exemple, donc c'est un prompt déjà pas mal, hein, tu es expert en écologie, gestion des espèces. Je veux planifier le suivi d'une population de lynx. Voici les données dont je dispose, le nombre estimé d'individus, la surface de la zone, les moyens techniques que j'ai pour faire ce travail. Peux-tu me proposer un protocole de suivi sur 12 mois, etc., etc. Voilà. Et ici, je vais pouvoir choisir parmi différents modèles. Donc, j'ai des gros modèles qui font des centaines de milliards et pour les plus gros, jusqu'à plus de 1000 milliards de paramètres. Donc, je prends DeepSeek, par exemple. Et puis, je vais prendre un petit modèle, là, je vais le garder. Celui-là, c'est le Mistral Small qui fait 24 milliards de paramètres. Voilà. Donc, il est 5 fois plus petit que DeepSeek, au moins. Facile. Et j'envoie. Donc là, en fait, il va me générer les réponses. J'ai un modèle A, un modèle B. C'est mélangé, on ne sait pas qui répond. Donc le modèle B me répond en anglais pour l'instant. Et le modèle A fait sa réponse, objectif du suivi, période clé, méthode recommandée, etc., etc. Donc on voit en fait quand il génère du texte qu'il écrit, en fait il génère des tokens à la queue leu. Et il ne sait même pas ce qu'il va dire finalement à la suite, hein. Il ne connaît pas le paragraphe suivant. En fait, il ne réfléchit pas du tout avant d'écrire. Il écrit au fil de l'eau. Mais ça semble fournir un tout cohérent à la fin. Donc voilà, là le modèle continue à écrire, il génère, il génère. Obligé d'attendre la fin. Donc là, en plus, il nous génère un petit tableau pour synthétiser. Donc c'est pour ça que des fois, il faut quand même limiter, il faut demander à l'IA de limiter la longueur de la réponse. Alors, bon, c'est un peu plus long que prévu, là, j'aurais dû faire un plus petit prompt peut-être et limiter la longueur. Voilà. Une fois que c'est fait, je passe à la révélation des modèles. Je ne vais pas analyser le contenu, hein, je suis pas à même, vous le saurez le faire mieux que moi. Je passe à la révélation des modèles. Et là, je vais dire, bah, écoutez, je ne sais pas, pour moi, les deux se valent. Je passe à la révélation des modèles. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Les IA sont démasqués. Ici, j'ai le petit modèle avec 24 milliards. Ici, j'ai DeepSeek avec 670 milliards de paramètres. Et on voit ici la consommation qu'a nécessité à la fois ma demande et la génération du texte. 5 Wh à gauche, et pour DeepSeek, 59 Wh, soit l'équivalent pour le plus gros modèle de 19 heures d'ampoule LED, d'une heure de vidéo en ligne. Et là, je viens d'émettre, je suis désolé, 59 grammes de CO2, alors qu'à côté, en prenant le petit modèle, qui a certainement formulé quelque chose de pertinent hein, également, hein. J'ai émis que 5, entre guillemets, 5 grammes, une heure d'ampoule LED et l'équivalent de 8 minutes vidéo. Donc c'est très important de choisir ces modèles en ayant conscience de l'impact que a chaque modèle en fonction de sa taille, hein. En fait, c'est la taille, c'est le nombre de paramètres hein, qui est proportionnel, j'ai envie de dire, à l'impact énergétique. Et donc, ça nous amène à des points de vigilance, hein. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg, hein, parce qu'on arrive à générer des contenus multimédia, on est plus créatif, on gagne du temps, on trouve des réponses à des questions complexes. C'est un vrai assistant au quotidien, mais ce qui se passe en dessous, c'est qu'en fait, on a des réponses qui sont fournies, qui sont vraisemblables, mais pas nécessairement vraies. Et donc, du coup, faut être très, très méfiant et il faut demander aussi à faire valider autant que possible les résultats, quoi, hein. Et c'est un problème aussi pour les gens qui ne sont pas trop avertis ou qui sont en cours d'apprentissage, qui prennent pour content tout ce qui est proposé. Alors, l'autre bête noire, c'est l'opacité de ces modèles, hein. C'est des grosses boîtes noires. Et donc, en fait, le résultat n'est pas explicable. Si vous demandez à l'IA d'expliquer d'où ça vient, les sources, etc., il peut vous inventer des auteurs, il peut vous inventer des sources ou mélanger plusieurs sources. Enfin, voilà. Donc, en fait, on ne peut pas trop lui faire confiance, sauf maintenant avec la possibilité de questionner le web.
Alors, confidentialité des informations privées, bah, éviter de partager des infos sensibles ou privées avec l'IA, parce qu'en fait, elles sont ingérées par l'IA, et puis le fournisseur garde vos données. Si vous faites l'exercice, à ceux qui utilisent ChatGPT depuis déjà maintenant quelques temps, demandez à ChatGPT de faire un portrait de vous le plus fidèle possible. Vous serez surpris de ce qu'il a appris avec l'historique de vos interactions et l'analyse de votre profil. Et si vous lui dites de regarder sur le web, ça va aller très très loin. Je vous invite à faire l'exercice, hein. Alors, violation des droits d'auteur, ça c'est un problème bah, qui est connu parce que du coup, les IA sont entraînées sur des gros corpus, d'énormes corpus de données, de documents, et qui sont avalés par l'IA, qui sont transformés en vecteurs, et on perd les sources. L'IA ne sait pas de façon ressourcer et expliquer comment elle fait pour générer. Et du coup, ça pose des questions pour les fournisseurs des droits d'auteur. Parce qu'en fait, qui- quels sont les textes qui ont été avalés, quelles sont les images, les illustrations qui ont été utilisées pour générer d'autres images, comme pour la musique, etc. Donc voilà, là, mais on verra un petit peu la réglementation qui se met en place autour de ces questions. Et puis, il y a aussi la question de l'inégalité d'accès, les inégalités sociales d'accès. Tout le monde n'aura peut-être pas la chance de pouvoir utiliser des IA si elles deviennent payantes, si les plus performantes sont payantes. Donc, il y aura des barrières à l'entrée, hein. Et ces inégalités, elles peuvent être sociales. Ce sont des inégalités aussi nord-sud, par exemple, hein, qui sont connues, hein, qui sont fréquentes, hein. Et puis bah, en fonction de son accès, on aura des performances variables entre les individus en fonction des moyens qu'ils ont pour accéder peut-être au modèle ou aux services les plus performants. Donc ça pose aussi des questions au travail et ailleurs, hein. Il y a la question de la dépendance technologique. Alors, il y a la dépendance technologique aux fournisseurs, d'une part, et puis il y a surtout la dépendance technologique aussi à l'IA, parce que quand on l'utilise et qu'on a compris comment ça marche, on peut devenir dépendant, addict, entre guillemets, à l'IA, et on peut tendre vers ce que j'appelle une paresse cognitive, où on va en fait se faire hyper assister par l'IA pour toutes les tâches, pour aller plus vite, parce que c'est tellement plus simple. Mais du coup, on va perdre un petit peu en créativité et aussi on va moins se questionner et perdre peut-être en termes en termes d'apprentissage sur certains sujets qu'on va moins creuser. Donc une vraie dépendance technologique. Et puis l'impact environnemental, on l'a vu. Si vous voulez voir un peu plus loin, j'ai mis le lien où Jean-Marc le mettra. Il y a Gen AI Impact qui permet de voir un petit peu le résultat que ça peut avoir aussi sur les ressources. C'est fait par une ONG. Alors du coup, les résultats ne sont pas en français, mais je vous invite à aller voir ça. C'est facile d'accès et c'est très parlant. Euh, je ne l'ai pas fait parce que là, je n'avais pas le temps. Et puis, du coup, bah, les biais, les préjugés, les hallucinations, bah, tout simplement, hein, tous ces modèles de langage qui ont été entraînés sur des corpus de documents, de données qui viennent de partout sur le web, hein, bah, reproduisent des préjugés d'une société ou voire d'une culture qu'on peut même vouloir tendre à combattre, hein. Ça peut être de l'inégalité des genres, ça peut y avoir des biais culturels, hein, comme j'expliquais tout à l'heure avec l'exemple des meilleurs films sur les marchés, quoi. Donc voilà un petit peu le défi. Et si on regarde un peu les initiatives qui existent pour avoir une IA plus durable et responsable, je regarde l'heure. Alors, bon, je vais passer rapidement, je préfère aller là directement. Il y a comme initiative remarquable en Europe, on a le AI Act en fait, qui vise à encadrer les usages pour garantir la sécurité et nos droits fondamentaux. Donc l'IA Act a défini trois niveaux de risque en fait, hein, enfin on va dire quatre. Et pour le plus risqué, donc qui est considéré comme inacceptable, tout simplement, ces IA sont interdites sur le marché parce qu'elles présentent des menaces pour la sécurité, les droits fondamentaux, comme le système de notation sociale qu'on trouve en Chine, comme la police prédictive ou l'identification biométrique dans les espaces publics, etc. Tout ça, c'est interdit en Europe. Et quand il y a des risques élevés sur des domaines comme la santé, la justice, l'éducation, en fait, les IA, avant d'être mises sur le marché, doivent être évaluées et une autorisation est requise. Donc il y a un cahier des charges très, 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 très strict
pour la mise sur le marché de l'IA. Et puis quand le risque est limité ou spécifique, comme par exemple avec les IA génératives, type ChatGPT, à ce moment-là, l'Europe va demander systématiquement la transparence des données pour savoir quelles sont les données sur lesquelles elles ont été entraînées, notamment pour ne pas violer les droits d'auteur. Il va falloir que les fournisseurs produisent une documentation technique, qui résume les jeux de données d'entraînement des algorithmes, etc., etc. Et puis quand il n'y a pas de risque préjudiciable pour les usagers, donc le risque est minimal ou inexistant, en fait, il y a juste un code de conduite à respecter qui est édité par l'Union européenne. Et ça, c'est appliqué depuis 2024 et progressivement jusqu'à 2031. Mais le gros du texte va être appliqué, sera quasiment totalement appliqué à partir de 2027. Et en fonction du niveau de risque, ben, les entreprises encourent des pénalités, notamment financières. Là, c'est 1% du chiffre d'affaires en cas de fraude, 1%, 3%, ou pour, donc je dis pas de bêtises, 1, 3, et quand le risque est, 1% quand le risque est minimal, 3% quand le risque est limité, et pour les entreprises qui enfreignent la réglementation, pour les risques élevés, c'est 7% du chiffre d'affaires qui peut être prélevé de l'entreprise. Et à noter aussi l'AFNOR qui a sorti en fait un guide, un référentiel de bonnes pratiques autour de l'IA pour avoir un usage, on va dire, frugal. Et ce référentiel est téléchargeable gratuitement sur le site de l'AFNOR. C'est un référentiel méthodologique qui permet d'évaluer l'impact environnemental et ça s'adresse aussi bien aux fournisseurs d'IA qu'aux usagers ou aux organisations. Donc, il y a un certain nombre de conseils, notamment pour communiquer sans faire du greenwashing et définir des bons indicateurs pour pouvoir communiquer au sein de sa politique RSE, pour faire des appels d'offres aussi, pour être exigeant avec ses fournisseurs. Voilà. Et puis, à la fin de ce guide, c'est assez intéressant, il y a 31 fiches de bonnes pratiques qui expliquent assez brièvement en une page comment analyser l'impact, comment choisir ses indicateurs, optimiser l'usage, comment acculturer, par exemple, les employés ou une organisation à avoir un usage frugal de l'IA, etc., etc. Et donc, à notre niveau, on peut aussi avoir quelque chose de frugal. On peut choisir donc ses fournisseurs, on peut choisir des modèles plus petits. On peut choisir des fournisseurs qui utilisent des modèles qui sont optimisés, hébergés en Europe, qui utilisent uniquement de l'énergie renouvelable, comme GreenPT. Ou on peut installer aussi des modèles sur son poste, open source, qui évite d'avoir à utiliser des serveurs, on va dire, énormes. Il faut quand même un peu de ressources sur son ordinateur, ici. Il faut optimiser ses prompts, il faut déjà réfléchir à ce qu'on veut comme résultat et pour éviter d'avoir à générer trop de choses. On va encourager une sobriété numérique pour évaluer la pertinence d'utiliser une IA. Voilà. Je suis désolé parce que je vois l'heure, je suis obligé d'un peu d'accélérer. Il faut former et sensibiliser forcément, comme on le fait par exemple aujourd'hui. Et puis on peut aussi utiliser des modèles optimisés si certains ont des services informatiques. On peut très bien imaginer d'aller chercher des modèles et de se créer ses propres modèles à partir de banques de modèles existants qui sont ouverts sur lesquels on peut entraîner le modèle avec son propre dataset pour des applications que je dirais maison et frugales, donc sur huggingface.co par exemple. Donc là, il y a quelques exemples d'applications qui vous permettent d'utiliser, en tout cas d'avoir un usage plus responsable et frugal des IA.